On fait connaissance avec Xavier Müller. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois journaliste, écrivain, j'ai dû oublier, physicien aussi à la base. Ça fait beaucoup de casquettes. Mais là, ce qu'on vous reçoit, c'est quand même comme écrivain pour ce bouquin qui s'appelle Erectus. Alors, le pitch, déjà, moi, j'ai accroché, mais je dirais aux deux premières lignes. C'est l'humanité va régresser. Ouais, dans le livre, j'invite le lecteur à se poser une question. Et si l'évolution pouvait aller à rebours? Ouais. On a tous appris à l'école que la vie sur Terre a globalement un sens, qu'elle va des organismes simples, comme les bactéries, vers les organismes complexes comme l'espèce humaine. Ouais. Et si ce sens s'inversait? Et si l'évolution faisait machine arrière? Donc j'imagine une pandémie qui est causée par un virus qui fait régresser les espèces. Ça veut dire que les chiens redeviennent des loups, les baleines des mammifères terrestres et les hommes des êtres préhistoriques, ces fameux Erectus du titre. Voilà. Donc le livre est une forme de cataclysme planétaire. Voilà, c'est une pandémie et ça va mettre le souk un peu partout. Pas tout de suite parce que le bouquin démarre lentement. Alors d'abord, il y a un animal qui est transformé, puis on remarque que certaines plantes ont muté. Là, on commence à s'inquiéter un peu quand même parce que ça veut dire qu'est-ce qu'on va manger demain. Ouais, voilà. Donc le livre, où est-ce qu'il démarre? Il démarre en Afrique du Sud, dans le célèbre parc Kruger. Il donne son nom au virus, donc. Et voilà, le virus sera le virus Kruger, connu comme ça sur toute la planète. Et effectivement, c'est le directeur d'un refuge animalier qui découvre dans la savane un éléphanteau qui arbore non pas 2 défenses, mais 4. Ouais. Et comme le lointain ancêtre un des lointains ancêtres des éléphants. Est-ce que vous arrivez à retenir tous les noms préhistoriques que vous avez mis dans le bouquin? Moi, je suis pas arrivé, j'aurais dû prendre des notes. Il va me coincer. Il va me coincer. Non. Non, le nom m'échappe là. Le nom m'échappe sur l'instant. Parce que est-ce qu'il y a Gomphotherium, si. Les noms sont vrais? Ah, bien sûr. Donc il y a une vraie base scientifique derrière votre roman d'anticipation. Bien sûr, tous les noms sont vrais. C'était un véritable plaisir pour moi d'aller piocher dans la préhistoire des espèces qui sont véritablement les ancêtres des espèces aujourd'hui, qui n'ont pas amené à une impasse évolutive. C'est vraiment, il y a vraiment une ascendance. Et puis, évidemment, il fallait des espèces spectaculaires pour frapper l'imagination du lecteur et pour faire des scènes sympas à décrire, des scènes un petit peu... Et puis pour que ce virus arrive à se propager aussi et qu'il y ait des gens qui soient contaminés, il faut qu'il y ait des vecteurs, donc... Voilà, donc on démarre dans la savane avec cet éléphanteau et rapidement, les arbres, les plantes, et puis les rongeurs et toute la faune vont être contaminés. La faune aquatique, enfin... La faune aquatique. Tout le monde va y passer. Voilà, tout le monde va y passer. Jusqu'à ce qui est redouté finit par arriver. Ouais. La première contamination humaine. Ouais. Et puis d'autres. Et on va s'arrêter là, on va pas trop dévoiler parce qu'il ne faut pas qu'on puisse savoir jusqu'où ça va aller non plus. Donc il y a une vraie base scientifique derrière ça. L'histoire des virus, la crainte des virus, il y a évidemment, et vous y faites référence dans le livre, tout ce qu'il y a eu autour d'Ebola, etc. Ce sont des virus qui ont fait quand même très très peur, du sida aussi, vous vous rappelez aussi. Encore récemment, Ebola. Ouais. Voilà comment ça a finalement commencé par finalement de la consommation de viande de brousse contaminée. Mais je me dis aussi, on entend beaucoup parler maintenant avec le changement climatique de la fonte du pergélisol, notamment en Sibérie, etc., et du retour possible de bactéries qui auraient des dizaines de milliers d'années, donc qui sont de cette époque que vous racontez dans votre histoire, et de virus aussi. Donc finalement, c'est une porte ouverte à l'imaginaire dont vous parlez. Vous êtes en train de nous dire qu'on n'est que au début d'une ère d'émergence de virus complètement pathogènes? Qui sait? Hélas, je ne peux que abonder dans votre sens. Non, c'est vrai qu'avec le pergélisol, effectivement, le réchauffement de ce sol-là, clairement, il y a des virus ou des bactéries qui vont émerger, qui vont sortir de leur sommeil. C'est clair. Ça a été une source d'inspiration pour vous, ça, ou bien ça n'a rien à voir? C'est une autre piste? Non, c'est plutôt une autre piste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était confronter l'espèce humaine à elle-même, finalement, à elle-même sous une forme ancestrale, sous une forme préhistorique. Mais aussi, qu'est-ce qu'on fait de nous quand on redevient comme ça? Qu'est-ce qu'on fait de nous? Voilà. Et en fait, je voulais parler de la part d'animalité qui est en l'homme, cette forme d'énergie noire qui nous habite tous, qui sommeille en nous et qui peut se réveiller et nous faire réagir de façon un peu bizarre parfois.
Comme dans le mythe du loup-garou, le mythe du loup-garou, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de métaphore de cette part d'humanité. Donc c'est ça qui m'a inspiré. Et c'est vrai que j'aurais pu faire une histoire de pandémie un peu classique, avec les figures imposées, la recherche du patient zéro, et puis la recherche, le développement d'un antidote. Mais je voulais vraiment amener l'histoire jusqu'à un point de non-retour. C'est-à-dire que le virus a fait une centaine de milliers de victimes parmi la population humaine. Donc on a tous ces hommes et ces femmes qui ont régressé et qui sont suffisamment nombreux pour former une espèce à part entière. Oui. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Comment on réagit avec eux? Ouais. Est-ce qu'on les enferme? Est-ce qu'on cherche à les éduquer? Est-ce qu'on respecte leur altérité, plus simplement? Tout ça, finalement, la situation, c'est ça qui me plaisait, pose des questions assez vertigineuses et puis assez intemporelles, parce que souvenez-vous, il y a 100 ans, on enfermait des hommes et des femmes dans des cages pour les exhiber comme des bêtes de foire, à la fin de la décolonisation. À la fin au début de la colonisation. Au début de la colonisation. Mais donc on n'est pas du tout dans la fantaisie. Non. C'est ça qui vous plaisait, c'était de nous confronter quelque part à une forme de réel... C'est un rappel à la nature de ce qu'est l'homme. Ouais. C'était vraiment ça ce qui m'animait au début. Alors bon, ça c'est vraiment le sous-texte un petit peu cérébral du livre. Philosophique, on va dire. Philosophique, mais en même temps, c'est un bouquin d'aventure aussi, c'est un bouquin d'anticipation, et il y a une vraie progression dramatique là-dedans. Une vraie progression dramatique, un roman d'aventure et presque un roman d'amour, parce qu'il y a un aspect de l'histoire qui est à mes yeux très important, c'est la vie d'Anna. Anna, c'est mon héroïne, la personnage principal. Une paléontologue en tout cas, relativement jeune. Une jeune paléontologue une spécialiste de l'histoire évolutive des oiseaux et qui s'est un peu mis le dos la communauté scientifique, parce qu'elle est convaincue que cette histoire de régression a déjà eu lieu dans le passé. Donc au début du roman, elle soutient une thèse complètement iconoclaste, complètement farfelue aux yeux de temps en temps, il y a une régression comme ça, on ne sait pas pourquoi, il y a des gènes dormants qui se réveillent et... Voilà, donc le virus va arriver, les nouvelles espèces vont arriver, et effectivement, tout le monde va se dire, mais tiens, elle avait raison en fait. Donc elle va faire partie d'une espèce de task force avec l'OMS pour traquer le virus et puis l'arrêter avant qu'il ait contaminé toute l'espèce humaine. Et là, on est presque dans le roman d'espionnage, quelque part. Ouais, presque. Et après, tout va basculer. Parce que Anna, au début du livre, a cette vie un peu tourmentée, sa vie conjugale, et traverse une période difficile avec Yann, qui est aussi chercheur. Et alors, je vais pas en dire beaucoup, mais la pandémie va véritablement être un cyclone dans sa vie sentimentale. Et le roman va poser la question, à un moment donné, comment on peut continuer à aimer quelqu'un, même s'il est complètement renfermé sur lui-même. Ouais. Ou très absent aussi, parce qu'il y a aussi des gens très absents dans cette histoire d'amour. Ouais. Les distances ne sont pas toujours faciles. Xavier Müller, quand vous vous êtes mis à écrire Erectus, qui est donc le livre, qui est un roman dont on parle, comment vous imaginiez les personnages? Vous êtes inspiré de personnages réels que vous avez rencontrés dans votre vie de journaliste scientifique ou de scientifique? Ou vous pris des petites touches à gauche et à droite? Comment ça marche? J'ai pris des petites touches pour Stephen Gordon, qui est donc ce directeur à l'OMS du service des maladies transmissibles, qui va être un espèce de détective là, qui va aller sur la piste du virus. Donc lui, j'ai trouvé, ça n'a pas été tellement difficile de trouver de la documentation sur ce type de personnage. C'est ce qu'on appelle un chasseur de virus. Donc c'est ces espèces de bourlingueurs qui écument l'Afrique tropicale à la recherche des virus pathogènes. Donc c'est eux qui vont aller sur la trace, par exemple, du virus Ebola pour essayer de découvrir quel est l'animal hôte ou en sommeil, ou sans sommeil, ou s'endort, ou sommeille le virus. Mais alors pour Anna, ça a été plus compliqué. Bon, j'ai appelé évidemment des paléontologues, mais je voulais vraiment créer un personnage un petit peu rebelle, au tempérament indépendant. Et les paléontologues qui sont
que le grand public connaît, c'est plutôt des gens installés, des universitaires, alors des gens de terrain, qui ont passé beaucoup de temps avec des escarres sur les genoux à force d'être à quatre pattes dans le désert. Mais je voulais quelqu'un de plus vigoureux, de plus jeune, et puis aussi quelqu'un effectivement dont la vie sentimentale est importante dans le livre. Donc là, on est dans la création pure. La création pure. Par contre, sur tous les aspects scientifiques, sur les formes de virus, etc., là, vous êtes allé creuser. Sur les gènes dormants, là aussi, il y a une vérité scientifique derrière ça, ou c'est un... Donc j'espère que c'est l'une des forces du bouquin, c'est que en dehors du virus que j'ai inventé, tout est vrai. Vous savez que il y a un mystère sur l'ADN. Vous n'avez que 2% de votre ADN qui ne s'exprime en protéines, qui sont les chevilles ouvrières de l'organisme. Donc il y a 90% dont le rôle est, on va dire, méconnu ou inconnu. Bon, on sait que parmi 90%, il y a des portions de l'ADN qui sert au corps, mais il y a une grande partie qui ne sert, pour l'instant, il n'y a pas trouvé de rôle. On sait qu'il figure des gènes, d'anciens gènes, ce qui a fait dire à un célèbre biologiste que l'ADN est la mémoire de 4 milliards d'années d'évolution. Donc des anciens gènes qui ont été mis au rebut, un petit peu. Donc moi, ça c'était du pain béni pour moi lorsque j'ai appris ça. Et probablement que c'est dans cette réserve, dans ce cimetière à gènes que va puiser l'évolution lorsqu'elle se retrouve dans une impasse évolutive un petit peu et qu'elle veut faire réémerger de nouvelles solutions. Finalement, elle cherche dans les anciennes solutions. Ce qu'elle connaît. Voilà, dans ce qu'elle connaît. Donc c'est comme ça que les... C'est marrant parce que c'est comme ça que l'homme fonctionne aussi quelque part. C'est comme ça que l'homme fonctionne un petit peu, ouais. Donc c'est comme ça que les serpents ont pu récupérer leurs pattes. Donc tout ça c'est vrai. À un moment donné dans l'évolution, les serpents ont récupéré leurs pattes et puis l'ont perdu, quoi. Voilà, à plusieurs occasions de leur histoire évolutive, ils ont véritablement récupéré leurs pattes. Et c'est la même chose pour le gecko. Le gecko, vous savez, ce petit lézard qui grimpe au mur. Il a perdu sa capacité à coller aux parois. Et il l'a retrouvé ensuite. Et le phénomène a même touché la lignée humaine, puisque on a perdu des traits anatomiques qu'on a récupérés ensuite. Par exemple, des muscles de la main. Alors il y a des recherches qui sont menées dans le sujet qui sont vraiment qui s'apparentent à de la science-fiction, mais qui sont authentiques. Et par exemple, il y a 2 ans, il y a des chercheurs de l'université du Chili, à Santiago, qui ont réussi à réveiller des gènes de dinosaures chez des poulets. Alors, dites pourquoi des poulets ? Tout simplement parce que les poules, les oiseaux de façon générale, sont non pas les descendants des dinosaures, mais sont des dinosaures à part entière. Et donc subsistent en eux des traces génétiques, des vestiges génétiques. Et ils ont littéralement réussi, ces chercheurs, à redonner des dents aux poules. Quand les poules auront des dents, ça y est, c'est fait. C'est fait. Bien, c'est à découvrir dans Erectus de Xavier Müller. C'est écrit de manière aussi très cinématographique. Il y aura... J'espère que des producteurs s'en empareront, j'espère que ça fera une série ou un joli film. En tout cas, effectivement, j'espère mettre des images dans la tête du lecteur. C'est en tout cas ce qu'on appelle en anglais un page turner, parce qu'une fois qu'on a commencé, on a envie de savoir ce qui vient derrière. C'est paru chez IXO. Merci Xavier Müller. Merci à vous.